Hello, welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec vous mon mode d'emploi pour réussir son passage en freelance ou bien à son compte. Donc, ne bougez surtout pas si vous voulez tout savoir. Donc déjà, avant de démarrer, j'espère que vous avez vu le premier épisode de Consultant Journey où j'ai invité une consultante dans le digital qui a partagé son expérience avec nous en tant que consultante, mais également prof de yoga. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir ce nouveau format, ce nouveau concept, cette nouvelle série. Et j'ai vraiment pris énormément du plaisir à la tourner. Il y a pas mal d'informations qui est partagée, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et donc pour revenir au sujet de ma vidéo d'aujourd'hui, comment réussir son passage en freelance ou à son compte? Eh bien, déjà ce sujet m'a été inspiré par un commentaire que j'ai reçu dans une vidéo que j'ai fait dans le passé où j'expliquais comment le consulting a transformé ma carrière. Et donc cette personne m'a demandé en commentaire: bonjour, s'il te plaît, fais une vidéo sur comment tu as réussi à avoir de la continuité même en t'étant installé à ton compte. Et donc comme c'était si gentiment demandé et que c'était une question très pertinente, j'ai décidé donc d'aborder ce sujet aujourd'hui. Je vous ai dit dès le début de la création de cette chaîne YouTube que je me suis mise à mon compte justement il y a quelques années en tant que consultante en gestion de projet freelance parce que c'est mon métier de base. Je travaillais pour un cabinet en tant que salarié et justement quand j'ai décidé de passer à mon compte et de créer plein d'autres activités, notamment la création de cette chaîne, eh bien je suis passée en freelance. Et justement j'ai réalisé en recevant ce commentaire que je ne vous ai jamais fait une vidéo qui traitait spécifiquement du passage en freelance alors que c'est déjà très important et qu'il y a pas mal de choses à raconter à ce sujet. Donc merci à cette personne qui m'a laissé ce commentaire et qui m'a donné cette idée. Donc dans cette vidéo, je vous ai fait un petit mode d'emploi pour vous lancer en freelance et mettre toutes les chances de votre côté pour que ça se passe le mieux possible, en tout cas selon moi, et c'est basé sur ma propre expérience. Donc voilà. Et jusque là, ça va, je touche ma tête. Donc je vais vous partager ce que j'ai fait pour en être là. Et donc ce mode d'emploi s'articule en 5 parties très importantes. Commençons par la première et c'est qu'il faut avoir une expertise. C'est vrai qu'aujourd'hui on est à l'ère de la génération Z qui est très téméraire, donc on voit de plus en plus de jeunes diplômés qui dès le début vont se mettre en freelance. Après ça peut fonctionner dans certains cas précis, mais en tout cas moi j'estime qu'il faut avoir une valeur ajoutée, qu'il faut avoir une expertise, qu'il faut vraiment avoir quelque chose de solide à présenter sur le marché pour se lancer en freelance. Donc par exemple moi dans mon cas, étant donné que je ne suis pas sur un profil très technique, je suis chef de projet, donc c'est un profil qui a beaucoup de soft skills, qui a beaucoup de compétences méthodologiques, mais j'estime que justement ce rôle de chef de projet se base sur une expérience et sur une expertise. Raison pour laquelle quand j'ai fini mes études et que j'avais un master en gestion de projet, je n'étais pas prête à me présenter en tant que freelance parce que j'avais la théorie mais il me manquait la pratique parce que c'est justement un métier qu'il faut pratiquer. Donc j'ai décidé de passer en freelance au bout de 5 à 6 ans d'expérience qui pour moi était suffisant pour me présenter sans avoir le syndrome de l'imposteur, en me sentant légitime sur le marché. Après il y a d'autres expertises qui sont plus techniques qui peuvent te permettre que tu sortes d'études ou que tu as 1 an d'expérience et tu te sens légitime à te présenter en tant que freelance, qu'il s'agisse de l'informatique, de choses très techniques, du montage vidéo, de choses que tu as eu peut-être l'opportunité de pratiquer, vraiment de t'exercer durant tes études. Donc tu peux avoir vraiment une expertise forte en sortie d'études. Moi en tout cas dans le cadre de mon expertise, de mon domaine de compétences, il était nécessaire que j'ai des années d'expérience. Donc ça va dépendre. Donc encore une fois, je jette pas la pierre aux générations Z qui se lancent. Par contre je dis faites attention parce que il y a des périodes où tu peux avoir la chance de tomber sur une mission même si tu n'as pas beaucoup d'expérience. Voilà, il y avait une demande, tu as été pris. Mais ce manque d'expertise et d'expérience peut rendre ton aventure dans le freelance difficile et très saccadée, dans le sens où peut-être que tu vas trouver un premier client mais que le prochain client sera plus difficile. C'est pour ça qu'il faut s'assurer d'avoir une expertise bien précise et bien développée au moment où tu te lances. Donc c'est à toi de déterminer si tu estimes que tu as l'expertise nécessaire. Ou bien tu restes salarié et tu fais du freelance à côté de ton activité pour attendre d'avoir vraiment le bon niveau d'expérience et d'expertise. Donc voilà pour le premier point. Alors le deuxième point, c'est prépare ton matelas avant de te lancer.
lancer. Donc là, je veux dire pour les personnes surtout qui ont déjà leur rythme en tant que salarié, qui ont des charges, qui ont un salaire qui tombe tous les mois avec les 5 semaines de congés payés, etc. Vous avez quand même pris l'habitude d'avoir un certain train de vie. Vous avez vos dépenses, vous avez sûrement un loyer à payer. Si vous avez des enfants, vous avez l'école, la crèche. Vous avez donc plein de choses qui dépendent de vous, donc vous n'allez pas vous lancer à l'aveugle dans le freelance sans avoir préparé un minimum et sans avoir un matelas financier. Donc c'est très important de quand vous vous lancez dans une carrière où vous n'aurez pas un filet de sécurité comme le salariat, de vous préparer surtout financièrement. Et donc vous avez plusieurs modes pour vous préparer financièrement. Si vous êtes en France et que vous êtes salarié en CDI, il y a une option qui vous permet d'avoir un minimum de préparation et ça sera la rupture conventionnelle. Et donc les lois ont changé, donc je ne sais pas ce qui est du licenciement ou autre, mais en tout cas la rupture conventionnelle c'est un commun accord avec ton employeur d'arrêter le contrat de travail. Et ça ne s'obtient pas facilement. La rupture conventionnelle c'est déjà basé sur une satisfaction de l'employeur envers vous qui va vous concéder une rupture de contrat parce que vous avez des raisons valables, parce que vous voulez vous reconvertir professionnellement, vous voulez faire quelque chose qui a rien à voir et qu'il va vous le permettre. Mais généralement, par rapport à mon expérience, un employeur qui n'est pas satisfait de son salarié ne va pas lui concéder une rupture conventionnelle parce qu'il sait que derrière, le salarié va pouvoir être indemnisé pendant une certaine durée, 12 à 18 mois, dépendamment. Et justement, ça demande quand même à ce qu'il y ait un bon rapport entre vous. Donc ça, c'est un premier cas. Ce n'est pas quelque chose qui est possible pour tout le monde, mais ça déjà, ça vous permet d'avoir un matelas et de maintenir des revenus. Je dis pas, ça sera pas les mêmes revenus que quand vous étiez salarié, mais des revenus pendant une certaine durée, à minima 1 an. Et donc, dans ce cadre-là, vous aurez la possibilité de vous mettre en tant que créateur d'entreprise et de recevoir une indemnité mensuelle ou une enveloppe, peu importe ce que vous choisissez. Donc ça, c'est l'option 1. L'option 2, c'est tout simplement d'épargner en avance. D'épargner comme les gens qui veulent partir en année sabbatique. Quand vous prenez une année sabbatique de votre employeur ne vous paye pas. Il va geler les salaires et vous allez dépenser de votre poche. Donc si vous savez que vous voulez partir en freelance à un moment donné et que la rupture conventionnelle, c'est pas quelque chose qui est garanti, eh bien il faut commencer à bien épargner pour avoir un matelas. Je sais pas, 3, 6 mois, 12 mois, dépendamment de ce qui est confortable pour vous et le type d'activité dans laquelle vous allez vous lancer. Mais c'est très important d'avoir un matelas parce que si vous avez des charges, c'est compliqué. Après, si vous êtes jeune et que vous vivez chez vos parents et que vous n'avez pas trop de charges, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, moi dans mon cas, ça a fait partie de mon plan d'avoir un matelas financier. Donc voilà. Le troisième point, c'est le réseau et les recherches, parce qu'il faut aller chercher ces sujets-là, ces jobs-là, ces clients-là. Donc c'est très important de cultiver votre réseau. Donc ça, c'est quelque chose que je ne répéterai jamais assez. Quand vous évoluez dans une industrie ou que vous souhaitez évoluer dans une certaine industrie, il est important de vous composer un réseau, de vous intéresser aux gens, voilà, d'aller solliciter des gens, de garder le contact de collègues, de responsables, parce que ça pourra vous servir. Bien sûr, de collègues avec qui vous avez eu un bon rapport, qui fait que quand vous allez les recontacter, ils auront un bon souvenir de vous ou autre. Donc ça, c'est très important. Et de savoir aussi où aller chercher si vous n'avez pas un réseau solide, parce que ce n'est pas que le réseau. Il y a des gens qui trouvent des jobs freelance à travers leur réseau et il y a aussi des réseaux de recherche. Et donc du coup, par exemple, moi, dans le cadre de mon activité, chef de projet, j'évolue dans le secteur bancaire, secteur assurantiel, mais pas que un secteur. J'évolue aussi sur des projets informatiques. Lorsque je me suis mis en freelance, je suis partie sur des job boards, donc des sites internet spécialisés pour des gens qui sont en freelance où tu peux poster ton CV, mettre ta description et aller postuler à des annonces ou bien que des recruteurs viennent vous chercher. Et donc c'est très important d'aller vers ces réseaux-là. Il y a donc un site internet qui est très connu pour les freelanceurs qui s'appelle Malte, malte.fr, où vous avez des freelanceurs, tout type de freelanceurs, tout type de domaine. Et Malte, c'est vrai que c'est très très utilisé. J'ai été inscrite sur Malte. Malte n'a jamais été une source où j'ai trouvé une mission en freelance. Donc après, c'est chacun sa chance, mais par exemple, vous avez d'autres sites, par exemple pour ceux qui évoluent en IT ou dans certaines expertises, vous avez Freelance Info. C'était anciennement Freelance Info et c'est devenu freework.it. Si je me trompe pas. Voilà, freework.it. Je vous mettrai les sites en barre d'infos que je connais où vous pouvez aller chercher des missions pour les personnes qui évoluent dans les secteurs comme moi. Mais par exemple, Malte, c'est assez ouvert. Et justement, depuis la crise sanitaire, il y a vraiment eu une explosion de gens qui se sont lancés en freelance parce que, voilà, ils étaient en quête de liberté. Il y a eu beaucoup de remises en question pendant la période de la crise sanitaire qui a fait que beaucoup de gens ont quitté le salariat. Donc, il y a pas mal de réseaux qui se sont développés, des groupes privés. Même sur LinkedIn, déjà, il y a pas mal de groupes
privés qui sont développés dans le freelancing, mais également des réseaux de freelance. Et il y a des réseaux de freelance qui sélectionnent au profil, mais il y a beaucoup de réseaux de freelance dans lesquels vous pouvez rentrer pour que vous puissiez recevoir régulièrement des offres de mission ou de job freelance. Donc ça, c'est très important de savoir cibler et de savoir chercher au niveau des réseaux parce qu'il y en a. Souvent, en fait, moi à l'époque, effectivement, quand j'ai démarré ma carrière, c'était vraiment un truc très fermé, un truc pas très connu, très niche, et les freelances que je connaissais, que je voyais intervenir étaient des personnes beaucoup plus âgées. Quand je dis plus âgées, c'est des gens qui étaient en fin de carrière, donc c'était vraiment différent. C'était il y a 10 ans et les choses ont vachement évolué. C'est pour ça même qu'à l'époque, on me disait que je pouvais me lancer en freelance qu'au bout de 15 ans d'expérience. C'est pas ce que j'ai fait et les choses sont amenées à évoluer. Après là, il y a un boom, mais on sait jamais la rechute, comment ça va se passer et qui va pouvoir en fait pérenniser et rester freelance le plus longtemps possible. Donc c'est très important de créer un réseau, d'avoir des tableaux avec des contacts que vous allez contacter lorsque vous êtes en recherche de job. Donc voilà. Après, il y a des spécificités selon les secteurs. Moi, je parle vraiment de mon métier à moi. Donc on va passer au 4e point qui est bien choisir sa structure pour se lancer en freelance. Parce qu'il y a beaucoup de modes de structure et de format quand vous allez vous lancer en freelance. Comme vous n'êtes plus salarié, il faut bien que vous créiez une structure pour gérer toute cette activité-là. Je vais vous parler d'à peu près 3 modes. Le premier mode, c'est le mode le plus safe, en tout cas dans mon secteur, et c'est le portage salarial. Le portage salarial, c'est vraiment un mode qui est à cheval entre le statut salarié et le statut freelance. Donc il y a des similitudes avec le statut salarié parce que vous avez une structure qui va s'occuper du côté administratif, qui va faire vos fiches de paye, qui va s'occuper de l'aspect administratif pour encaisser vos factures que vous allez faire au client, mais c'est vous qui allez chercher votre client. Mais cette structure-là va vous permettre d'avoir un peu un cadre similaire à un salarié avec des fiches de paye. Donc si vous voulez faire des démarches, chercher un appartement, acheter un appartement, ça sera plus facile parce que vous avez une structure qui prend en charge cette partie-là et bien sûr vous allez reverser une commission ou une partie de votre taux journalier à cette structure-là. Et justement, je reviens un peu en arrière par rapport à vos recherches. Si vous voulez réussir vos recherches et trouver des missions, l'aspect qui est très important, c'est le chiffre, c'est votre taux, c'est la valeur de votre travail. Donc nous, par exemple, en tant que consultant en gestion de projet, comme beaucoup de consultants, on parle en TJM. Donc le TJM, c'est le taux journalier moyen. On facture à notre client un taux journalier moyen. Donc c'est un montant. Selon la structure que vous aurez, si vous êtes en société, auto-entrepreneur ou autre, il y aura de la TVA à prendre ou pas. Donc ça, c'est des subtilités qu'il faudra voir dans une autre vidéo. Et il y a plein de chaînes YouTube qui en parlent. Mais il faut que vous connaissiez votre valeur sur le marché. Parce que sinon, vous n'allez pas trouver. Si vous vous surévaluez, vous mettez un taux journalier trop élevé par rapport à votre expertise, votre expérience, voilà, votre ancienneté, vous n'allez pas trouver. C'est pour ça qu'il faut faire des recherches. Et ça, c'est un peu difficile au début de connaître combien vous allez facturer. Il ne faut pas non plus sous-facturer et vous retrouver à ne pas être dans vos chiffres. Parce que si vous vous lancez en freelance, c'est pour à minima être au même montant que vous gagnez en tant que salarié et voire plus. Voilà, parce que effectivement, quand vous êtes freelance, vous prenez plus de risques. Donc l'idée, c'est qu'au moins, ça se traduise en gains financiers. Donc dans ce cas-là, il faudra également trouver le bon taux journalier. Vous avez plein de sites où vous pouvez chercher, vous pouvez demander dans votre réseau, vous pouvez parler à des recruteurs, des intermédiaires qui vont vous aider, même si quelquefois eux leur intérêt c'est que vous preniez moins pour qu'ils puissent avoir une plus grosse marge. Donc il y a plein de subtilités qui rentrent dans ça. C'est pour ça qu'il faut bien faire ses recherches. Et justement, le portage salarial, si vous faites ça, vous allez passer par une structure qui va s'occuper du côté financier et qui va prendre une partie de votre taux journalier. Après, vous avez tout ce qui est, vous créez votre propre structure. Le plus simple, c'est la micro-entreprise, donc être auto-entrepreneur, où c'est vrai que c'est un statut qui vous allège au niveau administratif et financier parce que c'est assez simple. Mais il faut vraiment savoir faire les calculs pour savoir si ça va correspondre parce qu'il y a des plafonds où vous allez payer plus de charges. Vous avez le 3e mode qui est se lancer en société, créer sa société comme je l'ai fait. Et même lorsque vous vous lancez en société, vous avez plusieurs formats juridiques. Vous pouvez être en SAS, en SASU, c'est la même chose sauf que vous êtes une personne, vous pouvez être en URL, en SARL, donc c'est important d'étudier chaque format juridique et justement le cadre de chaque format juridique pour voir si ça correspond à ce que vous souhaitez. Vous avez plein d'organismes comptables, experts comptables qui sont là pour vous accompagner et lorsque vous créez une société, vous serez obligé d'avoir un expert comptable qui va vous accompagner pour faire vos déclarations, si vous êtes à l'impôt aux sociétés. En tout cas, moi je ne m'aventurerai pas à gérer ma comptabilité seule.
Il y a beaucoup de choses que j'aime faire. Je suis bien mes chiffres, j'ai mes tableaux de suivi. Par contre, la comptabilité, je la confie à des professionnels, des spécialistes et à beaucoup d'entreprises qui gèrent plusieurs entrepreneurs, plusieurs consultants. Je vais vous mettre quelques noms en description qui vont vous permettre d'avoir une bonne gestion et qui vont vous accompagner. Et il faut également toujours faire ses propres recherches pour savoir la meilleure manière de gérer votre entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc prenez le temps de savoir dans quelle structure vous voulez vous lancer. Peut-être que démarrer avec le portage peut être confortable jusqu'à ce que vous ayez maîtrisé le côté recherche, puis après passer en société. Moi, dans mon cas, j'ai décidé directement de passer en société parce que je n'avais pas que le côté continuer mon activité en freelance, j'avais le côté aussi entrepreneuriat, développer des offres, etc. qui a fait que je me suis dit, je vais créer ma société où je pourrais incorporer toutes les activités que je souhaite faire. Donc voilà pour le 4e et avant-dernier point. Et donc on va passer au 5e et dernier point qui est de l'ordre du mindset. Il faut absolument avoir un mindset différent et changer son mindset quand on passe en freelance parce que ça n'a rien à voir. Le confort et le filet de sécurité que tu peux avoir lorsque tu es salarié n'existe plus quand tu es en freelance. Donc tu es en recherche active tout le temps. Même lorsque tu as réussi à sécuriser un job, une mission, qu'elle dure 1 an, 2 ans ou 3 ans, il faut toujours avoir les yeux ouverts et les oreilles ouvertes pour trouver la prochaine opportunité. Donc ça c'est très important parce que même si tu as une mission qui est confortable, pour des raisons de coupe budgétaire ou quoi que ce soit, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Raison pour laquelle c'est très important d'avoir un esprit d'anticipation tout le temps. Et moi-même, je suis tombée dans le piège parce que il y a des moments où je me suis sentie confortable. Par exemple, il y a vraiment une notion de fluctuation du marché, fluctuation de l'offre et de la demande lorsqu'on est en freelance. Et moi, quand je me suis mis en freelance et quand j'ai commencé à chercher des missions, j'ai eu la chance d'être là au bon endroit, au bon moment où il y avait beaucoup d'offres, peut-être plus d'offres que de demandes. Donc je me suis retrouvée à devoir choisir entre les missions et avoir plusieurs offres. Et donc j'ai pris ça comme argent comptant et j'ai pensé que ça se passait tout le temps comme ça et que j'aurais toujours l'embarras du choix, alors que c'est pas du tout le cas. Ma première mission a duré 1 an et lorsque la première mission s'est arrêtée, moi je faisais d'autres activités, je développais des formations, j'avais des coachings, j'avais YouTube. Donc je me suis dit, je vais prendre 3 mois pour développer une formation que j'ai envie de faire sur la location courte durée, pour faire mon contenu, j'ai le temps, j'ai bien géré ma trésorerie, donc voilà. Et je me suis dit que quand les 3 mois allaient finir, automatiquement, comme ça, j'allais trouver ma mission. C'est pas ce qui s'est passé. J'ai trouvé ma mission 4 mois, en tout cas la mission qui me correspondait, je l'ai trouvée 4 mois après avoir fait cette pause de 3 mois. Donc imaginez-vous le stress, surtout que j'étais toujours dans la période d'essai. J'étais toujours dans la période où je me disais est-ce que ça va le faire, et je me disais que si ça le fait pas, je retourne au salariat. Ce qui n'était pas le scénario dans lequel je voulais aller, mais on pense toujours au pire. Et donc c'est pour ça que ce que j'aurais dû faire, c'est anticiper. Au moment où ma mission finissait, même avant que je prenne ce break de 3 mois pour travailler sur autre chose, j'aurais dû activer mon réseau, activer mes contacts en leur disant j'ai fini une mission, je serai disponible dans 3 mois. C'est ça que j'aurais dû faire, je ne l'ai pas fait. J'ai commencé à chercher au bout des 3 mois, ce qui fait que ça m'a donné encore un autre délai de 4 mois derrière. Donc ça, plus jamais. Il faut toujours anticiper. Il faut toujours avoir un peu un sensor lorsque vous voyez que votre mission est sur le point de terminer, qu'il y a des soucis budgétaires. Dès que vous sentez que ça sent le roussi, il faut commencer à chercher. Il faut commencer à activer. Comme ça, vous évitez au maximum d'avoir des périodes d'interruption. Les périodes d'interruption sont inévitables parce que voilà, à moins que tu sois très chanceux, tu peux avoir 1 mois, 2 semaines, 2 mois. Et c'est pour ça aussi que lorsque vous allez créer votre structure, vous allez également aménager votre trésorerie de sorte à pouvoir pallier à ces périodes-là. Le but, c'est pas de vivre au jour le jour, même si tu es freelance. Le but, c'est de se dire, ok, justement, quand tu es en freelance, tu peux facturer plus, tu peux engranger plus d'argent, mais ça ne veut pas dire que tu vas gagner plus. C'est que peut-être que tu vas l'étaler sur une plus longue période. Il y a même des gens qui se lancent en freelance pour pouvoir être un peu nomade, travailler 6 mois et partir en vacances 6 mois. Chacun se lance en freelance pour la raison qui lui convient. Et donc, en tout cas, moi, dans mon cas, je travaille comme d'habitude. J'essaye à minima de me caler les 5 semaines de congé que j'avais, même si c'est difficile parce que je travaille toujours. Et donc, je gère ma trésorerie afin d'avoir, on va dire, de la trésorerie en avance pour pouvoir gérer des périodes de creux. Et heureusement que je l'ai fait à l'époque. Donc, ça m'a permis de gérer ces 4 mois sans justement d'activité et également avec les autres sources de revenus que j'ai développées pour pouvoir gérer quand même cette période-là. C'est pour ça qu'il faut anticiper, bien gérer sa trésorerie parce que ça, c'est pas le comptable qui va le faire pour vous. Le comptable
va répondre à vos besoins, il va vous donner vos possibilités, il va déclarer, mais c'est à vous de savoir comment vous voulez gérer votre trésorerie. Si vous voulez avoir 6 mois de trésorerie en avance, 1 mois, 1 an, peu importe. Donc tout ça, c'est des choses très importantes et vous voyez que quand on est freelance, on a quand même une charge mentale qui est supérieure à lorsqu'on est salarié. Raison pour laquelle il y a une contrepartie financière et que les freelances, généralement, gagnent mieux que des salariés parce que cette charge mentale-là, elle est absorbée par l'employeur. Là, tu es ton propre employeur, donc c'est toi qui dois anticiper tout ça. Donc c'est tout à fait faisable. Le marché du freelance se développe. Il y a des choses à faire, mais il faut être prudent et y aller tranquillement. Il y a beaucoup de gens actuellement qui s'engouffrent dans le freelance, mais on ne sait jamais comment les choses vont évoluer. Encore une fois, je reviens sur les 5 points que je vous ai partagés pour réussir votre passage en freelance. Le premier point, c'est avoir une expertise solide, avoir une valeur ajoutée à mettre en avant. Le deuxième point, c'est avoir un matelas bien anticipé et préparer un matelas financier avant de se lancer. Le troisième point, c'est se composer un réseau et avoir des points de recherche bien identifiés à activer et notamment connaître sa valeur sur le marché. Le quatrième point, c'est tout ce qui est la structure. Dans quel mode, dans quel format tu vas te lancer en freelance? Est-ce que tu vas faire du portage? Est-ce que tu vas créer ta société ou est-ce que tu vas être en micro-entreprise? Et le cinquième et dernier point, c'est qu'il faut avoir le mindset. Il faut être à l'affût, il faut anticiper et il faut pas faire l'erreur justement de penser que tu auras toujours des missions qui vont te tomber dans le bec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère que vous aurez apprécié. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à partager sans rentrer dans le détail du détail parce qu'il y a tellement de choses à dire au niveau de la comptabilité, de la gestion, etc. Mais voilà, c'est pas en tout cas le but de mon activité. Il y a plein de sociétés de comptabilité qui ont des chaînes YouTube, notamment Dougs que je regarde beaucoup, qui vous aident beaucoup sur le côté comptable. Donc voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification, à venir me suivre sur Instagram, partager cette vidéo à toute personne qui pourrait être intéressée par le freelancing parce que moi j'aurais aimé avoir ces informations-là il y a quelques années. C'était le flou artistique. Aujourd'hui, vous avez des gens qui partagent, donc profitez-en et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!